Merci. Donc l'autre sujet Patreon pour le mois de janvier qui a été sélectionné était le contrôle des dommages japonais versus américains, et beaucoup en est dit dans divers cercles, à la fois en print et en ligne. Et donc cette vidéo va essayer de dissiper quelques-uns des mythes les plus courants. Expliquer pourquoi il y avait une telle différence substantielle au moins pour des parties significatives de la guerre, et entrer un peu dans les coulisses de ce qui a motivé ces différences, donc un peu de dispersion des mythes. D'abord, le contrôle des dommages aux États-Unis était très bon, mais il n'était pas divin. Et il n'était pas absolument impossible qu'un navire soit perdu malgré les meilleurs efforts de son équipage. Le contrôle des dommages aux États-Unis, en entrant en guerre, avait encore un certain nombre de défauts, et cela serait révisé pendant la guerre, ce qui était en fait l'une des choses dont nous parlerons lorsque nous discuterons des points forts du contrôle des dommages aux États-Unis. Cela dit, en allant de l'autre côté, le contrôle des dommages japonais n'était pas complètement et totalement horrible. Ils n'ont pas perdu chaque navire qui a été gravement endommagé, mais encore une fois, il y avait des faiblesses dans leur système. Peut-être de plus grandes faiblesses, mais peut-être pas beaucoup au moins initialement, mais la résolution de ces faiblesses était quelque peu inférieure à la normale, ce que nous aborderons à nouveau lorsque nous parlerons des deux systèmes en un peu plus de détails. Mais en gros, le but de ces premières minutes est simplement de dissiper cette idée que la marine japonaise n'avait absolument aucune idée de comment effectuer le contrôle des dommages sur leurs navires, et que le contrôle des dommages américains est entré dans la Première Guerre mondiale le 8 décembre 1941, avec une capacité de réparation absolument parfaite. S'il ne pouvait pas le faire, personne d'autre ne pourrait. Alors, avec cela dit, continuons avec notre analyse. L'une des choses à garder à l'esprit des deux côtés est le fait que le contrôle des dommages en soi n'est qu'une partie d'un ensemble global lorsqu'il s'agit de savoir si votre navire va être perdu ou non. Les deux autres composants majeurs à cela sont simplement combien de dommages avez-vous réellement subis et où est-ce que ces deux choses vont ensemble. Parce que pour le dire franchement, si vous avez eu une bombe qui a explosé haut dans le navire et c'est peut-être un 500 livres, il y a de fortes chances que le navire ne soit probablement pas en péril et que le contrôle des dommages est plus une question de réduction des pertes en dehors de vraiment malchance. Inversement, si vous avez été touché par 5 torpilles et que la moitié de votre coque sous-marine manque, peu importe la qualité de votre contrôle des dommages, vous allez couler. L'autre facteur très important est la conception du navire sur lequel vous vous trouvez. Et c'est un énorme multiplicateur quand il s'agit de savoir si les équipes de contrôle des dommages pourront sauver le navire, car un navire qui a un défaut fondamental dans sa conception, si ce défaut est détecté et exploité par le type de dommage que le navire a subi, va vous mettre dans une situation beaucoup pire par rapport à un navire qui a été bien conçu ou peut-être un navire qui a des défauts de conception, mais l'arme en question a impacté quelque part loin où ce défaut de conception n'a pas d'importance réelle. En s'éloignant des exemples japonais et américains pour un instant, un bon exemple serait de considérer la conception du Bismarck. Maintenant, le système de défense contre les torpilles du Bismarck autour de sa citadelle était très bon et a résisté assez bien à une attaque de torpilles aériennes exactement comme prévu, donc tant que les torpilles frappèrent là, le Bismarck était largement non entravé. Malheureusement, comme la plupart d'entre vous le savent probablement, il y avait ce petit défaut de conception avec les gouvernails et le système de propulsion qui signifiait qu'un coup de torpille à cet endroit scellait essentiellement le sort du Bismarck, et cela n'avait vraiment pas d'importance.
tous les autres coups de torpille qu'il avait subis jusqu'à ce coup sur son point faible. Et c'était à peu près tout. De même, bien qu'il y ait plus de facteurs internes à prendre en compte également, le coup de torpille qui a plié l'arbre du prince de Galles. Encore une fois, cela en soi a presque certainement tué le navire, indépendamment de l'effet que les autres torpilles japonaises ont réellement eu sur le navire. Avec cela à l'esprit, souvenez-vous que tous les navires que les Japonais ont perdus ne l'ont pas été à cause d'un mauvais contrôle des dommages, mais de même, tous les navires que les États-Unis, la marine a réussi à sauver n'étaient pas uniquement le résultat d'efforts héroïques de son équipage. Dans certains cas, c'était la conception du navire qui était soit la faiblesse fatale, soit la grâce salvatrice d'une manière ou d'une autre, et cela s'appliquait aux deux marines. Cependant, lorsque nous commençons à examiner les systèmes de contrôle des dommages eux-mêmes, en gardant à l'esprit que cela comprend à la fois l'équipement et l'équipage ainsi que la procédure, nous pouvons essentiellement examiner cette comparaison en utilisant ces trois catégories particulières. Nous commencerons donc par examiner les facteurs humains, puis nous passerons aux facteurs procéduraux, puis enfin aux facteurs technologiques, puis nous aurons un bref résumé de quelques incidents qui illustrent le point. Le premier sujet, comme mentionné, est le facteur humain. Maintenant, le facteur humain est en fait l'une des parties les plus importantes, sinon la plus importante, de l'ensemble de l'effort de contrôle des dommages, parce que, en fin de compte, vos équipes de contrôle des dommages sont humaines. Nous n'avons pas encore atteint le niveau de Skynet. N'attendez aucune aide mécanique durant la Seconde Guerre mondiale. Et le niveau d'éducation et la familiarité avec l'équipement que votre équipage apporte au navire va avoir une énorme influence sur la capacité de votre équipage à utiliser l'équipement que vous leur donnez, sur la manière dont ils vont pouvoir l'utiliser et sur leur capacité à improviser avec des équipements sur lesquels ils n'ont pas été formés ou des équipements sur lesquels ils ont été formés, mais qu'ils pourraient être appelés à utiliser d'une manière différente de celle pour laquelle vous les avez réellement formés. Cela découle du simple fait que peut-être 70 ans avant le déclenchement de la Seconde Guerre mondiale, le Japon était en plein milieu d'un cours accéléré de modernisation, un processus qui était encore très significativement en cours même pendant la Première Guerre mondiale, gardant à l'esprit que beaucoup des navires de guerre japonais, les plus avancés des années 1900 et 1910, étaient encore construits à l'étranger, et ensuite les Japonais rattrapaient et s'adaptaient. Donc, par exemple, le croiseur de bataille Kongo a été construit au Royaume-Uni et ses trois sœurs seraient ensuite construites au Japon et ainsi de suite. Ce qui signifie que, pour la personne japonaise moyenne, l'homme dans la rue, pour ainsi dire, leur familiarité avec et la disponibilité d'outils, de machines plus avancées et d'autres types d'équipements étaient beaucoup plus limitées qu'ailleurs, comme disons les États-Unis, qui avaient évidemment été un pays industrialisé pendant une période de temps beaucoup plus longue, et où l'utilisation généralisée d'outils et d'équipements fabriqués avancés était beaucoup plus courante. Cela ne veut pas dire que les marins japonais à bord des navires n'avaient aucune idée de ce qu'était une clé ou une clé anglaise. Ils en avaient certainement une. Et après tout, ils sont en dehors de tout le reste des humains. Ce n'est pas la chose la plus difficile à comprendre au monde, mais cela signifiait ceci. La familiarité de base avec ce genre de machine fera probablement cela parce que j'ai travaillé avec des machines similaires auparavant. Cette partie n'était pas là. Donc si vous aviez, disons, un petit essence alimenté par une pompe à essence, par exemple, si vous, en tant que membre d'équipage de la marine américaine, deviez soudainement faire fonctionner cette chose parce qu'elle était étiquetée pompe à eau, alors il y avait une chance raisonnable que vous ayez eu une idée de ce que c'était et de ce qu'elle pourrait faire en fonction d'une pompe ou d'un moteur ou quelque chose du genre que vous auriez pu utiliser quand vous étiez enfant, quand vous étiez adolescent, quand vous étiez jeune adulte ou quelque chose d'autre que vous auriez pu rencontrer ailleurs dans votre service naval. Et donc l'idée de l'exploiter
cela pourrait vous prendre un peu de temps pour comprendre, mais les gens ont tendance à apprendre rapidement sous le stress et la pression, alors que quelque chose comme ça, un équipement de contrôle des dommages que l'équipage japonais a rencontré s'il avait été formé à une telle chose, et s'il avait été instruit de son utilisation, alors il saurait ce qu'il faisait, mais s'il était un équipage japonais générique, il n'aurait peut-être jamais rencontré ce type particulier de technologie mécanique auparavant, sauf peut-être en passant, et donc il ne comprendrait pas nécessairement vraiment ce que c'était ou comment cela fonctionnait. L'étiquetage pourrait lui dire que c'était une pompe, mais en dehors de cela, cela pourrait aussi bien être une boîte noire magique, et encore une fois, bien que les gens soient humains et que les gens puissent lire les instructions et qu'ils apprennent vite dans des circonstances d'urgence comme un navire en feu, ce petit peu de temps supplémentaire peut faire la différence entre faire fonctionner la pompe et donc avoir une certaine capacité à combattre le feu, ou le feu qui vous dépasse et vous force à vous éloigner, ou encore sous le stress du combat, juste paniquer et allez, vous savez quoi, je n'ai en fait aucune idée de comment cela fonctionne, je vais aller ailleurs et soit m'éloigner du feu, soit essayer de trouver quelqu'un qui sait comment cela fonctionne, idéalement les deux. Et pour souligner à nouveau le genre de familiarité sous-jacente qui est nécessaire dans ces circonstances, cela peut même se refléter aujourd'hui si vous regardez les militaires dans les 3 principales branches des forces armées d'aujourd'hui. Une personne sur un navire, si par exemple un incendie se déclarait, son premier instinct serait de combattre le feu, et sa formation lui donnerait des informations sur l'équipement de lutte contre l'incendie, donc si elle trouvait un équipement sur lequel elle n'avait peut-être pas été formée ou qu'elle n'avait pas vu depuis longtemps, elle trouverait probablement comment l'utiliser parce qu'elle a une familiarité générique avec ce genre de choses, alors que si vous êtes par exemple un pilote de l'armée de l'air et que quelque chose prend feu sur votre avion, eh bien cela dépend de la taille de l'avion et de la gravité de l'incendie. Vos options sont essentiellement soit de sortir de là très rapidement, soit de fermer les systèmes et d'espérer que cela éteint l'incendie. Il n'y a pas énormément de formation à faire avec la lutte contre les incendies à bord d'un avion. Pendant qu'il est en plein vol, à moins que vous ne soyez un membre d'équipage particulièrement malchanceux à bord d'un C-17 ou C-5 ou C-130 ou quelque chose de cette nature, et même alors, votre formation se limitera principalement à des extincteurs portatifs. Vous ne serez pas formé sur une grande pompe portable alimentée à l'essence, par exemple. Et donc, comparé à votre marin moyen, si vous êtes tous les deux mis dans la même situation, ce avec quoi vous êtes familier et ce que vous êtes capable de prendre et d'apprendre dans les prochaines minutes, alors que votre vie en dépend, va être très très différent. Et puis évidemment, si vous êtes par exemple un membre d'équipage de char ou un conducteur de jeep ou un conducteur de véhicule blindé, si quelque chose prend feu, votre premier instinct est probablement que le véhicule est en feu, je dois quitter cet espace, quelque chose qui n'est pas vraiment possible sur un navire quand vous êtes entouré par l'océan, ou en effet idéal quand vous êtes dans un avion où quitter l'avion signifie généralement que l'avion va s'écraser. Cela souligne donc la différence de perspective et la différence de familiarité avec l'équipement, donc juste en y allant avec votre simple membre d'équipage enrôlé de chaque côté, la marine américaine avait déjà un avantage à ce niveau car il était beaucoup plus probable que leur équipage serait capable de s'adapter à la volée à diverses pièces de matériel de contrôle des dommages relativement avancées technologiquement. L'autre facteur humain majeur à prendre en compte était l'initiative et la mesure dans laquelle l'équipage prendrait l'initiative. La marine japonaise était célèbre pour être très hiérarchisée et il y a une fine ligne entre la discipline martiale et le châtiment corporel sur beaucoup de navires japonais, et en effet, les académies navales penchaient plus vers le côté du châtiment corporel plutôt que du côté de la discipline, donc les coups portés à l'équipage n'étaient pas rares, je veux dire, ils n'arrivaient pas tous les jours, mais l'idée de sortir des rangs et que quelqu'un vous frappe littéralement avec un bâton, peut-être jusqu'à ce que vous ayez besoin d'être hospitalisé, n'était pas quelque chose d'inconnu pour le marin japonais moyen, alors que dans la marine américaine, ce genre de comportement était, disons, généralement mal vu. Et cela à son tour affecterait la manière dont l'équipage réagirait à une situation. Alors que les marins japonais verraient généralement une situation et penseraient ensuite
suis-je formé pour cette situation? Est-ce que cette situation est mon travail? Si ce n'est pas le cas, alors je vais attendre que quelqu'un me dise soit d'aller le faire, soit je vais le laisser au spécialiste qui est formé pour cette position, car si je sors de ma ligne et essaye de faire quelque chose que je ne suis techniquement pas censé faire, je risque de recevoir un coup de bâton derrière la tête pour mes efforts, ce qui ne m'enchante guère. Bien sûr, si l'arrière du navire est en feu, un membre d'équipage japonais ne restera pas simplement à son poste de canon anti-aérien pour mourir brûlé vif. Ils ne sont pas idiots. Mais cela va être un facteur significatif d'hésitation si, disons, vous êtes à votre poste, un canon anti-aérien, et vous êtes, disons, à 1/3 du chemin à partir de la proue du navire et le navire à 2/3 du chemin est en feu. Vous n'êtes pas en danger immédiat, mais votre premier instinct sera que quelqu'un d'autre s'en occupera. Je resterai à mon poste de tir tandis que dans la hiérarchie légèrement moins rigide de la marine américaine, quelqu'un qui voit cela se produire et réalise bien, attendez une minute, l'attaque aérienne semble être terminée, pourrait être nettement plus disposé à prendre l'initiative et à aller peut-être que je devrais aller là-bas et offrir une main, et assez souvent, surtout pendant la Seconde Guerre mondiale, compte tenu du manque relatif d'automatisation par rapport à l'époque moderne, juste le nombre pur de mains disponibles pour combattre les incendies, boucher les dommages qui avaient causé des inondations, etc., tout cela pourrait être vital dans ces premières minutes d'ouverture. La section suivante est procédurale maintenant, procédurale. Est probablement la plus grande différence entre les deux marines. Parce qu'en fin de compte, à la fin de la journée, avec tous les facteurs humains que nous avons décrits auparavant, vous pourriez effectivement avoir un capitaine et un cadre d'officiers japonais un peu plus sains sur un navire japonais. Vous pourriez avoir un capitaine et un cadre d'officiers très très strictement régimentés sur un navire américain, et de même, vous pourriez avoir un afflux de nouveaux hommes enrôlés qui viendraient de quelque part dans ce que je suppose qu'aujourd'hui on appellerait les états de survol avec relativement peu de familiarité avec la technologie moderne, et vous pourriez avoir un équipage japonais dont le recrutement pour cette croisière particulière avait été pris, disons, du secteur industriel d'une ville japonaise, et donc pourrait être effectivement plus familier avec l'équipement mécanique. Les éléments décrits précédemment représentent des tendances générales. Cependant, la procédure est beaucoup plus répandue et suivie dans les deux flottes, et vous verrez dans un instant pourquoi cet aspect particulier des choses était si crucial pour tant de navires à la fois sauvés et perdus. Maintenant, cette procédure décrit en dehors de tout le reste, qui est formée au contrôle des dommages, les Japonais comptaient sur un ensemble spécialisé d'hommes et d'officiers, principalement des officiers, pour être formés au contrôle des dommages. L'idée était que si vous étiez un membre d'équipage d'ingénierie générique, vous apprendriez simplement à faire votre ingénierie générique. Si vous étiez un artilleur anti-aérien, vous apprendriez à faire cela. Si vous étiez un membre d'équipage de passerelle qui faisait des signaux, vous apprendriez à faire cela. Si vous étiez un officier supérieur, disons l'un des principaux officiers d'ingénierie du navire, alors en plus de s'occuper des moteurs et des machines, on pourrait vous apprendre à gérer le contrôle des dommages si les salles des machines ou les environs immédiats ont été inondés, ou si les moteurs ont été endommagés ou mis hors service par des impacts, etc. Espérons que beaucoup de cela se basera sur des connaissances que vous avez déjà, mais vous serez celui en charge, et il y aura alors un petit groupe de personnes à qui vous transmettrez ces connaissances, ainsi qu'au groupe de formation au contrôle des dommages à terre, et ce sera votre équipe de contrôle des dommages. Si quelque chose va mal, vous et ces hommes irez le réparer. La majorité de l'équipage dans le compartiment moteur sera censé rester à son poste et faire son travail, et donc ils ne recevront pas grand-chose en termes de formation au contrôle des dommages. Maintenant, comparez cela à la pratique américaine où, à partir de dès le début de la guerre, la tâche du contrôle des dommages était beaucoup plus largement répartie. Oui, évidemment, les seniors officiers de diverses descriptions avaient des rôles particuliers dans la direction du contrôle des dommages, et les États-Unis avaient également des équipes dédiées au contrôle des dommages et des hommes qui étaient à leur poste de combat. Leur poste de combat était explicitement là pour réparer tout dommage subi par le navire. Mais en plus de cela, on s'attendrait à ce que presque tout le monde ait été formé
à une certaine forme de contrôle des dommages. Évidemment, cela pourrait aussi signifier un certain degré de formation croisée, car à la fin de la journée, un trou dans le navire est un trou dans le navire, donc cela n'a pas vraiment d'importance si ce trou est dans les compartiments d'ingénierie ou s'il est à l'extrémité avant du navire. Et de même, s'il y a un incendie, cela n'a pas vraiment d'importance. Si cet incendie se trouve quelque part au milieu du navire, quelque part sur les ponts intermédiaires, ou s'il est à l'avant du navire ou à l'arrière du navire sur le pont d'envol, un incendie est un incendie. Évidemment, le feu peut avoir différentes sources de carburant. En termes de choses comme cela pourraient être les parties en bois du navire, cela pourrait être de l'essence, cela pourrait être des parties d'avion, cela pourrait être un incendie électrique, mais les différents types d'incendies que vous pouvez bien, à part les électriques, avec lesquels vous ne voulez certainement pas combattre avec de l'eau, mais vous pouvez former la plupart des gens à reconnaître les différents types d'incendies relativement facilement. Je veux dire, c'est quelque chose que la plupart d'entre nous apprennent quand il s'agit de faire face à des incendies que nous espérons ne pas se produire. Nous devons savoir nous défendre, que ce soit chez nous ou au travail. Si elles se produisent, et que beaucoup de ces problèmes procéduraux se combinent avec les facteurs humains, et c'est un assez bon exemple que nous pouvons insérer. Dans la bataille de Midway, lorsque divers porte-avions japonais ont été touchés et perdus, avec la Karga, les coups qui ont mis la Karga en feu ont également réussi à tuer la plupart des principaux officiers qui étaient en charge du contrôle des dommages, ce qui signifie que les officiers de rang inférieur qui ont survécu n'avaient initialement aucune idée qu'ils étaient ceux qui étaient réellement maintenant en charge des efforts de contrôle des dommages, et B, même s'ils en avaient eu connaissance, ils n'auraient pas su exactement quelles étaient les politiques, les procédures et les hommes formés au contrôle des dommages en dehors de leur petit groupe. Ce qui a eu des conséquences massives pour Kaga, non seulement en termes de fait qu'elle a été perdue comme beaucoup d'autres porte-avions japonais de l'époque, mais aussi elle a subi des pertes d'équipage ridiculement élevées. Parce que, comme je l'ai dit, il y avait effectivement une décapitation de la plupart des spécialistes japonais formés au contrôle des dommages, ce qui a laissé le navire très vulnérable à la dommages subis se propageant par incendie et inondation. Maintenant, à l'inverse sur l'Akagi qui a également été touché et qui serait également finalement perdu, le chef du contrôle des dommages a réussi à survivre et a réussi à trouver son chemin vers une zone où de nombreux membres de l'équipage pouvaient être dirigés, et donc la mort de l'Akagi a été en réalité significativement plus longue et plus étirée parce que les membres du parti de contrôle des dommages qui avaient survécu ont pu être dirigés de manière semi-efficace. Maintenant, les dommages de l'Akagi dus à divers problèmes, y compris certains défauts de conception, étaient tels qu'elle allait couler, mais les efforts de contrôle des dommages l'ont maintenue à flot assez longtemps pour qu'un nombre raisonnable de membres d'équipage puissent s'échapper. Et aussi elle est arrivée à, pas un cheveu près, parce que non, ce n'était jamais aussi proche. Mais elle est arrivée à quelques pas de pouvoir éventuellement être sauvée. Mais encore une fois, cela a également été déçu par la compartimentation des efforts de contrôle des dommages, car l'une des choses qui aurait pu sauver Akagi aurait été s'ils avaient réussi à remettre le navire en mouvement, mais le pauvre vieux officier de contrôle des dommages, qui était coincé dans la zone de commandement temporaire en essayant de combattre tous les incendies, ne pouvait pas entrer en contact avec les personnes en bas dans la cale du navire qui pourraient être en mesure de redémarrer le moteur. Pour leur dire d'essayer réellement, et cela revient à la partie procédurale, il y avait un nombre limité de ces hommes encore en vie. Et B, parce que tout était si rigoureusement hiérarchique, sans ces ordres venant d'en eux, ils étaient relativement peu susceptibles d'essayer cela. Ce sont les survivants, alors que dans un navire américain à la même époque, même s'ils avaient été principalement coupés du monde, réalisant qu'un navire sans énergie va probablement mourir très rapidement, il est beaucoup plus probable qu'un équipage d'ingénieurs américains aurait fait demi-tour et aurait simplement dit « Bon, certains des officiers supérieurs sont morts, nous n'avons aucune idée de ce qui se passe au-dessus de nous, à part le fait. » On dirait que ça brûle, mais essayons de rendre ce navire mobile, ou du moins de remettre un peu de courant dans le navire, parce qu'en fin de compte, l'énergie est ce qui alimente la plupart des équipements de contrôle des dommages les plus compliqués et les plus efficaces. Cette partie procédurale où le contrôle des dommages était très largement le domaine des spécialistes sur les navires japonais, contrairement aux navires américains où
pratiquement tout le monde pouvait participer, a également influencé les progrès continus en matière de contrôle des dommages des deux côtés. Et encore une fois, ce n'est pas pour dire que les Japonais n'ont pas progressé. Ils ont fait un certain nombre de progrès, tant en matière de politique, de procédure et de technologie en ce qui concerne les efforts de contrôle des dommages sur leurs navires plus tard dans la guerre, bien que cela ait été quelque peu plus lent et plus limité que ce que les Américains ont pu inventer. Ce qui est un autre aspect que nous allons couvrir un peu plus tard en détail, mais pour le moment, à ce stade de la vidéo, un bon exemple est la perte de l'United States Ship Lexington. Maintenant, l'United States Ship Lexington a été perdu lors de la bataille de la mer de Corail, en partie à cause d'un certain nombre de faux pas dans son contrôle des dommages, politiques et procédures. Ceci étant le début de la guerre, mais ayant vu ce qui est arrivé à Lexington, l'un des membres d'équipage à bord de l'United States Ship Yorktown, voyant ces explosions d'essence d'aviation, s'était produit et avait été à peu près la chose qui avait condamné le navire. Il a eu sa propre idée de ne pas simplement fermer les vannes du système de ravitaillement en carburant de l'avion une fois que l'avion avait été ravitaillé. Il a eu cette idée que peut-être lorsque ces systèmes ne sont pas utilisés, ils devraient plutôt être purgés et remplis d'un gaz inerte. Dans ce cas du dioxyde de carbone, parce que si elles étaient rompues par une attaque, que ce soit des torpilles ou des bombes, tout ce qui s'échapperait de ces systèmes serait du gaz dioxyde de carbone, qui ne serait pas la chose la plus agréable à respirer, mais pas un danger particulier pour la vie ou le navire dans les quantités où il se trouvait, contrairement à l'essence d'aviation qui se vaporisait progressivement et qui représentait une très grande menace pour la vie, les membres et l'intégrité structurelle du navire, comme on l'avait vu avec le Lexington. Il ne faisait pas partie de l'équipe de contrôle des dommages du Yorktown. Parmi un groupe de spécialistes, il faisait partie de l'équipage du Yorktown, donc il était censé faire le contrôle des dommages, mais il n'était pas, au sens japonais du terme, un homme de contrôle des dommages, et de plus, il n'était pas à la tête d'une grande partie du navire. Il n'était pas le chef de l'ingénierie, il n'était pas le chef de l'artillerie, il n'était pas le chef du groupe d'aviation. Mais à cause de, encore une fois, en revenant à ces facteurs humains, à cause de la légèrement moins « nous vous battrons avec des bâtons si vous osez sortir de la ligne méthode de gestion dans la marine américaine », il se sentait assez confiant pour aller voir le capitaine du Yorktown et dire « en fait, je pense que j'ai une idée ». Et le capitaine du Yorktown était heureux de dire « d'accord, développez cette idée et voyez si elle fonctionnera ». Et elle a fonctionné et a ensuite été déployée sur les autres porte-avions de la flotte américaine, et bien que finalement le Yorktown lui-même serait perdu, cela sauvait à la fois le Yorktown initialement d'autres dommages et pas mal d'autres porte-avions américains de divers destins macabres qui leur auraient autrement été infligés. Par exemple, les deux porte-avions de classe Essex les plus célèbres et lourdement endommagés, Bunker Hill et Franklin, tous deux ont eu des incendies. Tous deux ont été très gravement endommagés, mais aucun d'eux n'a eu le genre de dommages colossaux par le feu et les explosions qui ont caractérisé la perte de Lexington et caractérisé la perte d'un certain nombre de porte-avions japonais jusqu'à et y compris Taiho, précisément à cause de ce système. Cela ne veut pas dire qu'il n'y avait pas d'incendie d'essence d'aviation à bord de ces navires. Il y en avait, mais ils n'étaient nulle part aussi mauvais qu'ils auraient pu l'être. Et la perte de l'United States Ship Wasp est peut-être un autre exemple de ce qui se passe lorsqu'un peu trop de carburant d'aviation commence à s'évaporer dans un espace confiné. Les différences de procédure s'étendaient également à ce que ces officiers de contrôle des dommages, si nous regardons les spécialistes dans les deux cas, savaient réellement sur les navires. Donc aux États-Unis, et cela se déplace un peu dans la conception des navires, mais reste procédural, mais aux États-Unis, il y avait une véritable obsession à rendre tout redondant, avec l'idée que, bien, assez sensiblement, comme vous pouvez l'imaginer, si la partie du navire là-bas a explosé et qu'il y a des morceaux qui tombent tout autour de vous, probablement que l'équipement de contrôle des dommages dans cette zone a également explosé et tombe probablement aussi en petits morceaux tout autour de vous. À ce moment-là, n'est généralement pas très utile, cependant, si les morceaux du système de contrôle des dommages qui tombent sur votre pont étaient, par exemple,
le système de pompe à mousse pour la lutte contre l'incendie ou les conduites principales pour l'eau de vos tuyaux, vous pourriez être dans une situation un peu délicate. Mais si le système est redondant, alors oui, vous avez perdu cette section, c'est bien, fermez quelques vannes, cette section fonctionne toujours. Et cela est devenu une différence majeure entre les deux marines. Les Japonais avaient des systèmes de lutte contre l'incendie très complexes et très complets, mais ils étaient beaucoup plus vulnérables à un petit dommage qui met hors service tout le système, alors que les systèmes américains étaient beaucoup plus redondants. Et vous pourriez penser que maintenant, nous nous enfonçons beaucoup dans la technologie et non la procédure, mais la procédure joue toujours un rôle, parce que le système japonais n'était pas une sorte de série ininterrompue de tuyaux, disons. Pour la lutte contre l'incendie, il y avait des zones où vous pourriez potentiellement fermer des vannes et autres, mais dans le système américain, tout cela était codifié, cela a été analysé, cela a été mis dans des livres et des manuels et des procédures que beaucoup de gens ont été formés. Donc à la fin de la journée, si vous perdiez une partie de votre système, il y avait un nombre significatif de personnes à bord qui sauraient immédiatement que nous devons fermer ici, 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 ici et ici. Et il y avait des conditions établies à bord des navires américains qui fermaient les navires pour l'action à différents stades et isolaient diverses parties du système de contrôle des dommages du navire. Et donc, si tout le monde savait bien que nous sommes dans cette condition, c'était Abel et Baker pour les navires qui avaient 2 conditions et 3 conditions qui étaient à l'autre bout de l'alphabet pour les navires avec 3 conditions, mais c'est un mineur détail. Mais de toute façon, donc, si vous étiez à une condition, vous saviez quelle partie du navire était ouverte et quelle partie était fermée. Quelle partie de votre système de contrôle des dommages était connectée aux autres et lesquelles étaient coupées. Et donc, si une section du navire était perdue, vous saviez exactement où vous deviez aller et ce que vous deviez faire, afin d'isoler complètement ce qui restait de votre système de contrôle des dommages pour vous permettre de combattre les dégâts, que ce soit les pompes pour faire face aux inondations ou les autres pompes pour pomper l'eau de mer afin d'aider à combattre les incendies ou la mousse, ou tout ce que vous aviez à faire, même où se trouvaient les réserves de bois, pour aider à colmater les fuites. Pendant ce temps, dans la marine japonaise, si vous étiez l'un des chanceux qui avait été désigné comme l'un des principaux officiers de contrôle des dommages, on vous dirait bienvenue à bord du navire. Vous pouvez maintenant vous promener dans le navire et consulter les manuels du navire et vous familiariser avec le navire. Et que voulez-vous dire par procédure standardisée de contrôle des dommages à travers la flotte? Non, habituez-vous au navire. Chaque navire est différent. Je suis sûr que vous l'apprendrez tôt ou tard. Donc une légère exagération, mais vous saisissez l'idée générale. C'était beaucoup plus sur mesure, et il y avait vraiment beaucoup de... Vous deviez vous adapter à votre vaisseau. Cela signifiait bien sûr que non seulement cela concentrait une énorme quantité de connaissances précieuses dans la tête de très peu de personnes, ce qui, encore une fois, comme avec la cargaison, pourrait finir par se perdre dans la bataille, mais cela signifiait aussi qu'une seule erreur ou négligence humaine pouvait conduire à ce que chaque partie de l'équipe de contrôle des dommages de cette section, même s'ils étaient tous encore en vie, reçoivent des instructions complètement erronées, et le fait que vous deviez apprendre tout cela pratiquement par vous-même signifiait que votre capacité à vous former de manière transversale serait également considérablement réduite. Donc, si vous étiez un officier de contrôle des dommages de la marine américaine, vous auriez peut-être appris tout ce qu'il y a à savoir sur le colmatage des fuites en cas d'inondation et le renforcement des cloisons. Et vous pourriez penser, d'accord, c'est bien et bon, mais que se passe-t-il si nous ne sommes pas inondés? Que se passe-t-il si nous sommes en feu? Eh bien, ce manuel pratique me dit quoi faire. Cela ne fait peut-être pas de vous un officier spécialiste de la lutte contre l'incendie, mais cela signifie que si un jour votre navire est en feu, vous pensez « Oh, attendez, le manuel a dit que nous devons faire ceci, ceci et cela ». Ce qui signifie à son tour que si vous êtes dans une section du navire qui a été isolée et coupée des spécialistes de la lutte contre l'incendie, ou peut-être que ceux de votre région sont autrement engagés, soit à combattre les incendies, soit à être en plusieurs morceaux sur le sol, vous êtes au moins capable de donner un certain degré de résistance semi-formée au feu, ce qui est beaucoup mieux que « Ah !» feu, c'est mauvais. J'aurais vraiment aimé
que quelqu'un me dise quoi faire à ce sujet parce que vous avez le temps à cause de ces manuels de formation standardisés. Et un bon exemple de cela serait la perte de Taiho, où le navire, bien qu'il ait subi des dommages, avait presque réussi à s'en remettre quand l'un des principaux officiers de contrôle des dommages a fait une erreur. Il savait qu'il devait évacuer les vapeurs de carburant du navire et il pensait que la meilleure façon de faire cela était d'allumer les ventilateurs, ce qu'il a fait. Il pensait aussi que pour disperser les vapeurs le plus rapidement possible, il devrait ordonner l'ouverture de nombreux cloisons et autres dispositifs de blocage afin que les vapeurs puissent être évacuées plus rapidement de l'endroit où elles se trouvaient vers un autre endroit, où qu'ils se trouvent, ce qui n'était pas une si bonne idée car cela a transformé le pont d'envol du Taiho d'une zone de danger potentiel en une énorme bombe aérienne blindée de carburant. Et oui, finalement, une étincelle a déclenché et le navire a également explosé. Donc oui, si cela avait été un navire américain, quelqu'un quelque part dans la sagesse infinie aurait écrit dans un manuel de formation qu'en aucun cas vous ne devez jamais ouvrir tous les cloisons et les écoutilles dans la partie inférieure du navire pour essayer de disperser les vapeurs explosives. Faites-les sortir du navire, pas plus loin dans le navire, et espérons que les gens prêteraient réellement attention à cela. Donc, encore une fois, une différence qui se transforme en avantage du côté américain. Ce problème procédural s'est également étendu au-delà des navires eux-mêmes et à travers la marine. Donc, l'un des aspects les plus familiers des différences de procédure pour les historiens et les personnes qui étudient la Seconde Guerre mondiale en particulier, c'est comment les personnes étaient remplacées et comment les choses étaient modifiées en fonction des besoins opérationnels. Donc en Allemagne et au Japon, en général, si vous étiez un très bon pilote, ils vous garderaient en première ligne, essentiellement jusqu'à ce que la guerre se termine ou que vous soyez abattu, parce que logiquement, si vous étiez un très bon pilote, le meilleur endroit où vous pouvez être est d'être en première ligne à abattre beaucoup d'avions ennemis. Alors que les Britanniques et les Américains avaient l'approche que si ce gars est un très bon pilote, oui, il a abattu un bon nombre d'avions et il pourrait continuer à en abattre plusieurs dizaines de plus, mais si nous le perdons, il ne le fera pas. Et si nous le retirons du front après qu'il a abattu quelques dizaines d'avions, s'il peut ensuite transmettre ses astuces à la prochaine génération de cadets de l'air qui sont actuellement en formation et qui vont être les pilotes dans 6 mois à 1 an, alors si tous peuvent absorber même un dixième de ce qu'il leur a enseigné, et qu'ils peuvent chacun abattre, disons, une demi-douzaine d'avions ennemis, eh bien, plusieurs centaines de pilotes abattant chacun une demi-douzaine d'avions, c'est beaucoup plus d'avions ennemis détruits qu'un seul pilote qui parvient à abattre 3 ou 4 douzaines d'avions. Même s'il aura un nombre de victimes massivement plus élevé que n'importe lequel d'entre eux. Maintenant, encore une fois, cela semble évident avec le recul, mais bon, cela s'appliquait autant au personnel naval qu'à tout le reste. Donc, dans les marines américaines et britanniques, vous auriez un système de personnes servant sur un navire, et puis ils pourraient être transférés à un autre navire, que ce soit parce que le navire sur lequel ils était en train de payer pour une refonte et devait aller en refonte, et donc vous étiez simplement redéployé ailleurs ou juste dans le cadre de transferts d'équipage généraux ou parce qu'un autre navire avait désespérément besoin d'équipage et que votre navire n'était pas considéré comme aussi vital sur le front que le leur à ce moment précis, ou si vous vouliez simplement bouger, vous pouviez également demander un transfert, alors que les Japonais étaient beaucoup plus rigides à ce sujet. Et cela était à tel point que, après l'une des premières batailles navales, vous vous retrouviez dans une situation où il se déploierait pour le prochain grand engagement de porte-avions à court d'un porte-avions, non pas parce qu'ils n'avaient pas ce porte-avions, mais parce que 2 des porte-avions avaient subi 2 types de dommages différents. Un porte-avions avait été assez mal battu et devait être réparé, mais la plupart de son groupe aérien était intact. Un autre porte-avions
avait perdu la plupart de son groupe aérien, mais lui-même pouvait être rendu opérationnel assez rapidement. Maintenant, vous pourriez penser que la chose logique à faire, et en effet ce qui a été fait dans un certain nombre de cas aux États-Unis et dans la Royal Navy, mais nous parlons principalement de la États-Unis, donc nous nous concentrerons sur eux, était d'aller d'accord. Vous tous, le groupe aérien intact, nous allons vous déplacer vers cet autre navire. Nous avons maintenant un navire avec un groupe aérien et un navire principalement intact, donc nous pouvons vous envoyer combattre. C'est génial, nous ne sommes en baisse que d'un groupe aérien et d'un navire. Pour les Japonais, ce n'était pas le cas. Le groupe aérien était dépendant de son navire. Si le navire n'était pas opérationnel, le groupe aérien ne pouvait aller nulle part. C'est dommage pour nous, mais nous devrons attendre que ce navire soit réparé. Ce navire principalement opérationnel devra attendre jusqu'à ce que nous puissions embarquer des pilotes et des avions supplémentaires à bord. Et lorsque vous étendez ce genre d'idées au reste de l'équipage de la marine japonaise, alors les leçons ne peuvent vraiment pas être diffusées, car vous ne pouvez pas finir avec des circonstances du genre. Disons que j'étais sur le United States Ship Yorktown à Coral Sea. J'ai vu ce qui est arrivé à Lexington. Si cela nous arrive à nouveau maintenant que je suis sur le United States Ship Saratoga avec vous tous, assurons-nous que cela ne se reproduise pas. Voici comment le faire, etc. Alors que sur les navires japonais, cela ne se serait généralement pas produit et donc, encore une fois, avantage procédural pour les États-Unis. Et ce genre de partage de connaissances et d'apprentissage à partir de l'expérience était assez vital. Je veux dire, nous avons déjà couvert, eh bien, c'est un exemple hypothétique générique, nous avons couvert l'exemple spécifique des personnes à bord de l'United States Ship Yorktown, mais ce genre de choses, cet apprentissage et ce développement à la fois en observant ce qui est arrivé à d'autres navires et ce qui est arrivé au vôtre lorsque votre navire a survécu, ou peut-être même simplement en identifiant où les choses avaient mal tourné si vous avez survécu à la perte de votre navire. Cet apprentissage, ce développement, ce redéploiement, etc., était beaucoup plus répandu parmi la marine américaine, donc chaque bataille où des navires revenaient endommagés, où des navires étaient perdus mais des survivants revenaient, la marine américaine prendrait en compte les leçons généralement de ce qui s'est passé et incorporerait ces leçons dans les révisions de ses politiques, procédures et formations pour tous les autres navires. Donc espérons que ce qui est arrivé à ce navire n'arriverait pas au prochain navire si c'était du tout évitable. Et cela signifiait que, bien que les efforts de contrôle des dommages des deux côtés étaient quelque peu différents et qu'il y avait certainement un avantage dans certains secteurs et un avantage dans d'autres en fonction de... Selon la marine dans laquelle vous étiez, la division n'était pas énormément grande au début de la Seconde Guerre mondiale, mais au fur et à mesure de son déroulement, la marine américaine a appris très rapidement. Ils avaient donc un petit avantage initial, mais ils l'ont très vite développé, tandis que les Japonais, il leur a fallu jusqu'à Midway pour réaliser qu'ils pourraient devoir apporter quelques changements. Et ce n'est vraiment que peut-être 1 an et demi, 2 ans après cela, à quel point il était trop tard pour faire grand-chose, que tout mouvement significatif a réellement commencé à se produire. Et donc nous arrivons à notre dernière section qui est la partie technologique, l'équipement des navires. Nous avons déjà mentionné la nature très redondante et distribuée des systèmes de contrôle des dommages des États-Unis et le fait que tout était connu et tabulé. Donc des changements pourraient être faits très rapidement, du moins après que les premières leçons de la guerre aient été apprises. Mais plus généralement, il y avait simplement beaucoup plus de petits équipements de contrôle des dommages de secours et portables à bord d'un navire américain. Parmi ceux-ci, les appareils respiratoires relativement décents étaient primordiaux. Il était carrément meilleur que l'équivalent japonais et il y en avait beaucoup plus, ce qui signifiait à son tour, s'il y avait un incendie à combattre, non seulement vous étiez plus susceptible de pouvoir voir et respirer dans votre appareil respiratoire, mais il était beaucoup plus probable qu'il y ait plusieurs dizaines de vos amis derrière vous attendant leur tour pour tenir le tuyau, et si vous étiez vaincu par la chaleur ou l'épuisement, ils pourraient vous sortir. Ce n'était pas tellement le cas du côté japonais, et cela signifiait aussi que, en raison de cette prépondérance dans ce cas d'appareil respiratoire,
Vous n'étiez pas susceptible de perdre une grande partie des appareils respiratoires portables de votre navire si une section du navire était détruite, car oui, cela aurait pu détruire plusieurs dizaines de kits, mais il pourrait y avoir plusieurs dizaines de kits là-bas, plusieurs dizaines de kits là-bas, quelques dizaines de plus sur le pont, et ainsi de suite. Contrairement à bien ces 80% de nos appareils respiratoires qui sont partis en fumée, cela pourrait être un problème. Il y a aussi d'autres aspects plus petits à cela, donc encore une fois mentionné en passant précédemment, des pompes à essence portatives à la main, ou du moins portatives par l'homme. Une petite pompe à essence, peu importe à quel point elle est utilisée avec enthousiasme, n'éteindra pas un énorme incendie. Lorsque vous avez eu quelques centaines de livres d'explosifs qui ont explosé sur votre navire, cependant, plusieurs d'entre eux travaillant de concert lorsque le système principal de contrôle des dommages est mis hors service, espérons temporairement, pourraient juste vous acheter assez de temps pour faire le contournement et la réorientation et le démarrage de générateurs plus grands plus profondément dans le navire dont vous avez besoin pour faire fonctionner les pompes plus grandes et faire passer les tuyaux plus grands. Et le sort de l'United States Ship Franklin est une étude de cas ici, car c'est exactement ce qui s'est passé. Les premiers coups ont pratiquement éliminé toute l'énergie, désactivé même les générateurs qui alimentaient les principaux systèmes de contrôle des dommages, et initialement, il ne restait que ces pompes portatives à main pour empêcher la proue du navire de se transformer en un inferno déchaîné s'il n'avait pas été là, et sur les navires japonais, il n'était généralement pas là jusqu'à la dernière partie de la guerre. Le Franklin aurait simplement brûlé de bout en bout, et ça aurait été tout. Et cela aurait probablement été le premier de la classe Essex perdu au combat. Cela aurait pu être le premier. Cela n'aurait peut-être même pas été le premier si ce type d'équipement n'était pas là. Mais il aurait certainement été perdu alors qu'avec cet équipement en place, l'équipage a pu repousser les flammes ou du moins retarder leur avancée assez longtemps pour que certains individus entreprenants descendent et redémarrent l'un des principaux générateurs diesel, ce qui a ensuite permis à une partie du système principal de contrôle des dommages de revenir en ligne, ce qui leur a donné un peu plus de chances de se battre. Donc, si vous ajoutez tout cela ensemble, qu'obtenez-vous? Eh bien, en résumé très bref, et encore une fois, parlons en généralités larges qui sont largement correctes, mais pas absolues, gardez cela à l'esprit, rien dans la guerre navale n'est généralement un absolu. Il y aura donc toujours des exemples de mauvais efforts de contrôle des dommages de la part de la marine américaine. Des exemples illustreront les efforts de la marine japonaise pour limiter les dégâts. Mais dans les deux cas, ce seront des exceptions. Mais de toute façon, en général, la raison pour laquelle la marine américaine avait des efforts de contrôle des dommages supérieurs peut être résumée par le fait que leur équipage était généralement plus familier avec un équipement technologique plus avancé qui permettait une compréhension beaucoup plus répandue de comment réparer les choses et comment utiliser l'équipement dans des circonstances extrêmes. Tout l'équipage serait formé au contrôle des dommages, et donc bien que la perte d'officiers supérieurs de contrôle des dommages puisse entraver leur capacité à combattre le feu ou à contrer l'inondation, cela ne l'entraverait pas gravement au point que les efforts pour combattre ce feu ou contrôler cette inondation seraient effectivement presque pas du tout valables. L'équipement de contrôle des dommages à bord était beaucoup plus redondant et les personnes censées savoir étaient formées à isoler et à réacheminer rapidement et efficacement des sections de cet équipement de contrôle des dommages pour s'assurer que certaines parties restaient fonctionnelles. On s'attendait à ce que les équipages fassent preuve d'initiative jusqu'à un certain point et qu'ils participent tous en cas de besoin de contrôle des dommages, et comme nous l'avons dit, ils étaient tous formés à un certain niveau sur la façon de le faire, et tout simplement, à la fin de la journée, la marine américaine était beaucoup plus rapide à apprendre de ses erreurs et aussi de ses succès, et à distribuer ses leçons à travers le reste de la flotte pour éviter que la même chose ne se reproduise. Comme nous l'avons dit, cela ne couvre pas des choses comme les défauts dans diverses conceptions de navires qui pourraient contribuer à la perte du navire, indépendamment de tout autre effort, et cela ne prend pas non plus en compte que certains navires ont simplement été beaucoup plus malmenés que d'autres,
Par exemple, recevoir 3 ou 4 torpilles simultanément va généralement causer beaucoup plus de dommages à un navire que de recevoir un seul coup de bombe de 250 ou 500 livres, mais comme nous l'avons vu en citant divers exemples de navires qui ont été touchés et endommagés, pendant la guerre, malgré la tendance générale, le contrôle des dommages japonais n'était pas totalement inutile. Plusieurs porte-avions japonais endommagés ont survécu, ont été réparés et renvoyés au combat. La plupart d'entre eux ont ensuite été bombardés et coulés plus tard, mais c'est un détail mineur, alors que divers porte-avions américains ont été perdus, Yorktown, Hornet, Wasp, Lexington, etc. D'autres porte-avions ont survécu à des dommages qui, selon tous les comptes, auraient dû les mettre au sol. Nous avons parlé de Franklin et il y a une autre vidéo complètement séparée sur Franklin lui-même. Nous avons mentionné Bunker Hill, mais bien sûr, aucune mention du contrôle des dommages dans la marine américaine ne serait complète sans mentionner le bon vieux porte-avions 6 United States Ship Enterprise. Si vous regardez en arrière à travers son histoire, comme je l'ai dit dans la vidéo sur l'Enterprise lui-même, et vous n'êtes jamais tout à fait sûr de dire si le navire a été incroyablement chanceux ou incroyablement malchanceux, car d'une part, il a survécu à une énorme quantité de punitions au fil du temps, et beaucoup de cela était dû aux efforts magnifiques des équipes de contrôle des dommages. Et d'autre part, il a pris beaucoup de coups au cours de sa carrière pendant la Seconde Guerre mondiale, ce qui vous fait vous demander s'il y avait une divinité quelque peu en colère et vengeresse, bien que quelque peu imprécise et de faible puissance, essayant désespérément de l'éliminer. Parce que, ouais. Jetez un œil à l'histoire détaillée de la United States Ship Enterprise à un moment donné, et vous verrez de nombreux cas où vous penseriez « Oh ça aurait dû tuer le navire », y compris à un moment un ascenseur entier montant vers le ciel, essayant de rejoindre ses frères aériens. Mais ouais, l'Enterprise a subi beaucoup de dommages, et je sais que nous nous sommes largement concentré sur les porte-avions dans cette vidéo parce que, 1, c'est en partie ce que les gens demandaient, et 2, les porte-avions sont l'un de ces domaines où, parce que certains d'entre eux ont survécu et d'autres ont été coulés et que tout cela a été relativement bien chroniqué, il est beaucoup plus facile de souligner les différentes différences et changements parce qu'ils sont de très grands navires, je veux dire avec le destroyer. Cela n'a pas une grande importance si vous êtes un destroyer américain ou japonais en dehors de circonstances très très chanceuses. Si vous êtes touché par une torpille lourde, vous êtes mort. C'est juste une question de temps avant que la réalité ne vous rattrape et dans une certaine mesure, quand vous regardez les croiseurs et les cuirassés, eh bien, les cuirassés ont tendance à couler seulement quand vous les frappez vraiment avec à peu près tout. C'est en cours. Et donc, oui, les chances pour le contrôle des dommages à bord d'un cuirassé de faire une différence significative sont généralement assez minces. Il faut vraiment des incidents spécialisés comme Kirishima contre South Dakota pour que cela vienne au premier plan. Les croiseurs sont un peu un point intermédiaire. Sans jeu de mots. Les croiseurs sont juste assez grands pour qu'ils puissent raisonnablement survivre à certaines quantités de dommages qui leur sont infligés tout en ayant pas tendance à finir autant dans les combats massifs et épuisants dans lesquels les cuirassés avaient tendance à finir. Donc nous pouvons examiner ceux-ci en un peu plus de détails dans certaines de leurs vidéos respectives, mais pour être parfaitement honnête, simplement à cause du nombre pur et simple, et dans certains cas de la nature spectaculaire des dommages, les porte-avions sont beaucoup plus faciles à référencer. Maintenant, si vous voulez approfondir un peu plus vous-même, il y a quelques pages de matériel de référence et de compte que vous pouvez trouver dans le livre Shattered Sword, que je vous recommande vivement de lire de toute façon. C'est principalement un compte-rendu de Midway, mais il fournit beaucoup de sortes de une étude de cas et un instantané dans le temps des différences entre les deux ensembles de contrôle des dommages. Il y a pas mal de matériel de référence là-dedans pour le contrôle des dommages, et une partie de cette vidéo a été prise à partir de cela, donc jetez-y certainement un coup d'œil. Il y a aussi le merveilleux manuel de contrôle des dommages, qui est un texte assez vaste, mais publié par la marine américaine en mai 1945.
Maintenant, évidemment, cela ne vous dira pas à quoi ressemblaient les procédures de contrôle des dommages au début de la Seconde Guerre mondiale, mais cela représente essentiellement l'aboutissement de la réflexion de la marine américaine sur le contrôle des dommages lorsque vous êtes arrivé à la fin de la Seconde Guerre mondiale. Et ce que je recommanderais alors, si vous avez le temps de lire cela, c'est aussi de Lire le rapport sur la perte de l'United States Ship Lexington pratiquement au début de la guerre. Et ensuite, vous pouvez comparer les deux et voir où les leçons qui sont dans ce manuel de contrôle des dommages, si appliquées, auraient sauvé Lexington. Et cela vous donnera une idée des sortes de progrès majeurs qui ont été réalisés pendant la période de guerre par la marine américaine. Donc, avec cela, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo et merci beaucoup d'avoir écouté. Si en effet, comme ils disent, vous l'êtes encore. C'est tout pour cette vidéo. Merci d'avoir regardé. Si vous avez un commentaire ou une suggestion pour un navire à examiner, faites-le nous savoir dans les commentaires ci-dessous. N'oubliez pas de commenter le post épinglé pour les questions de Doc à sec.